Ok, bon, on va démarrer. Bonjour, bienvenue à chacune et à chacun dans ce webinaire intitulé La santé du dirigeant, premier capital de l'entreprise, donc organisé par Présence Bretagne dans le cadre des rencontres santé et travail. Donc, je suis Frédéric Arnaud, psychologue du travail à l'AST 35, donc service de santé au travail interentreprise d'Ille-et-Vilaine. Donc, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Charlotte Besson, à qui je laisserai le soin de se présenter tout à l'heure. On a préparé cette communication avec Gaël Saillé, psychologue du travail de l'AMIEM, donc service de santé au travail du Morbihan, et Elodie de Rennes, psychologue du travail, service de santé travail Cornouailles, situé à Quimper. Donc, ils sont toutes les deux là en coulisses aujourd'hui en tant que modératrice du chat. Donc, un petit mot rapide sur nos missions en tant que psychologue du travail de service de santé. Notre principale mission va consister à accompagner et aider les entreprises dans le cadre de démarches de prévention de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, qu'on sera amené à définir un petit peu plus tard, et dans une approche qui va être majoritairement collective et centrée sur, disons, le travail et son organisation, donc à travers différentes actions de type diagnostic, de sensibilisation, d'aide à l'évaluation des risques psychosociaux dans le cadre du document unique, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, on fait partie de 3 services de santé au travail qui sont fédérés par l'association Présence Bretagne, qui regroupe elle-même les 9 services de santé interentreprises de Bretagne, à savoir le STI pour santé travail Iroise, dont le siège est situé à Brest, le service de santé travail en région morlaisienne, l'AIST 22, dont le siège est basé à Saint-Brieuc, le service de santé au travail en pays de Saint-Malo, le service de santé au travail en pays de Fougères, le SPBTP, donc qui est le service d'Ille-et-Vilaine dédié au secteur du bâtiment, du BTP, et donc l'AST 35 en Ille-et-Vilaine également pour ce qui me concerne. Charlotte et Gaël sont à l'AMIEM pour le Morbihan, et Elodie au Santé Travail Cornouailles pour le Finistère Sud. Donc, ça représente près de 750 000 salariés suivis, Présence Bretagne au sein de nos différents services de santé, avec un peu plus de 70 000 entreprises adhérentes. Donc, ça représente également plus de 800 professionnels, composés majoritairement donc, de médecins du travail, d'infirmiers, de préventeurs spécialisés, comme c'est le cas pour nous, et de secrétaires médicaux. Donc, voilà pour le petit topo institutionnel. Au cours de cette heure de webinaire, on va évoquer ensemble la question de la santé du dirigeant, en se demandant donc tout d'abord quelles sont les représentations de la place du dirigeant, quel est son ADN en quelque sorte, pourquoi il est important de s'intéresser à cette place spécifique qui est celle du dirigeant d'entreprise. On abordera ensuite les concepts de stress et de burn-out, de quoi il s'agit quand on parle de ces choses-là, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue psychologique, puis aussi quelles sont les caractéristiques spécifiques du stress des dirigeants et leur lien avec ce qu'on appelle justement les risques psychosociaux. On illustrera nos propos à travers des paroles de dirigeants issues notamment des consultations d'Elodie, psychologue du travail à Quimper. Et puis, on terminera sur un volet plutôt orienté ressources à travers notamment des concepts qu'on appelle salutogénèse, que Charlotte aura l'occasion de nous expliciter. Et puis, en évoquant aussi quelques piliers qui peuvent permettre, en tant que dirigeant, de prendre soin de sa santé, ainsi que les structures d'aide plus spécifiques qui peuvent exister. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Donc, Elodie et Gaël, ils essaieront, dans la mesure du possible, d'y répondre par écrit. Et puis, on a prévu un temps en milieu de présentation, puis en fin de présentation, si on a ce temps-là, pour que Charlotte et moi puissions y répondre oralement. Donc, tout de suite, je laisse la parole à Charlotte. À toi, Charlotte. Donc, bonjour à tous, je suis Charlotte Besson, psychologue du travail donc à l'AMIEM, l'association médicale interentreprise du Morbihan. Et donc, on va démarrer ce webinaire par cette première partie consacrée à l'ADN du dirigeant et ce qui en fait sa spécificité. Donc, un dirigeant occupe une place centrale avec des actions et missions multiples. Il a plusieurs éléments à gérer dans son quotidien et doit notamment avoir en tête tout ce qui concerne les lois, la réglementation, les conditions de travail, la santé, les moyens, etc. C'est une réelle charge mentale pour le dirigeant. À cela va s'ajouter la prise en compte des attentes et des exigences du client, ce qui est une forme de pression du marché, mais aussi des attentes et des exigences des salariés, ce qui est une forme de pression du personnel, des exigences des associés et des fournisseurs.
Sans oublier toutes les exigences internes, puisque le dirigeant a de nombreuses responsabilités et obligations. Il est par ailleurs pris dans des interdits et des représentations. Ici, là, quelques verbatims du coup récurrents qu'on peut retrouver chez des dirigeants qui soulignent toutes ces exigences dans lesquelles il est pris. Donc, on va retrouver j'ai une obligation de réussite ou encore le stress est mon moteur, mon entreprise est comme mon bébé, ce qui souligne aussi l'engagement affectif. Je suis seul à porter mon entreprise. Du coup, voilà, cela illustre bien toutes les exigences et les attentes internes et externes. Bien souvent, en fait, les familles et les biens sont impliqués et sont associés en fait à la gestion de son entreprise. Ainsi, le dirigeant est au cœur de nombreuses attentes et représentations qui lui demandent du coup de tenir une place, mais aussi une posture, à avoir des réactions spécifiques et dans un cadre bien rigide. Parfois, du coup, il peut y avoir un déséquilibre, une fragilisation, et différents sentiments vont alors apparaître, tels que les sentiments d'isolement, de culpabilité, d'échec, de dévalorisation ou encore de honte. Enfin, pour clore cette première partie, quelques études ont pu souligner l'importance de prendre en compte et de s'intéresser à la santé des dirigeants. Ici, du coup, une étude de 2019 de l'Opinion Way pour la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. Donc, c'est une étude qui a interrogé 1054 dirigeants. Et donc, on peut retrouver des notions telles que 57% de ces dirigeants se déclarent en surcharge, 93% se sentent utiles et heureux, 45,19% déclarent que leurs journées sont assez ou extrêmement stressantes. Je vais laisser la place à Frédéric Arnaud pour vous exposer maintenant les concepts de stress et de burn-out. Merci Charlotte. Donc en effet, je vous propose d'explorer un petit peu les notions de stress et de burn-out qui font partie de ces terminologies qui sont largement employées, voire un petit peu suremployées et plus ou moins aussi à bon escient, tantôt par les médias, tantôt par les salariés, par les dirigeants ou au sein parfois même d'instances représentatives du personnel. Et comme tous ces mots-là, un petit peu parfois rangés dans les mots valises, c'est pas toujours évident que les uns et les autres puissent finalement y mettre le même sens. L'importance de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache finalement derrière ces différentes notions. Donc tout d'abord, la notion de stress. Le stress, c'est un concept élaboré dans les années 30 par un physiologiste canadien qui s'appelle Hans Selye. Et donc, il parle du stress comme un syndrome général d'adaptation. Il en donne la définition suivante. Le stress, c'est la réponse non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est faite. Et donc, dans ce cadre, le stress va se manifester par 3 phases successives. Face à un agent menaçant, un agent potentiellement stressant, il va y avoir une première phase qui va se mettre en place, qu'on appelle la phase d'alarme, et qui va avoir pour objet finalement de préparer l'organisme à réagir, finalement, dans le cadre de cet effet de première surprise. Et donc là, il va se passer un certain nombre de choses au niveau hormonal. Il va y avoir une libération d'adrénaline qui va permettre en fait de libérer de l'oxygène dans l'organisme, au niveau donc l'organisme, le cœur, le cerveau, les muscles, pour préparer justement cet organisme à réagir face à cet effet de surprise. On va voir apparaître bien souvent une augmentation de la tension artérielle, le cœur qui va se mettre à battre plus vite, un niveau de vigilance qui va être plus accru, également aussi une augmentation de la température corporelle. C'est ce phénomène de chaleur qu'on peut avoir dans le corps, de phénomène de joues rouges, etc., par rapport à quelque chose, ou un enjeu, ou quelque chose qui pourrait nous intimider. Si la situation stressante persiste, le corps va chercher à s'adapter, donc ce qu'on appelle la phase de résistance. Et cette fois-ci, en fait, l'organisme essaye de se préparer à toutes les dépenses énergétiques qui vont être nécessaires justement pour faire face à ce stress, pour pouvoir y répondre. Et donc là, ce qu'on va voir apparaître dans le corps, c'est une libération de cortisol qui correspond à l'augmentation du taux de sucre dans le sang, et qui va avoir pour effet cette fois-ci de libérer finalement l'énergie nécessaire dans l'organisme, donc le cœur, le cerveau, les muscles, pour faire face à cette réponse au stress. Tout à l'heure, en phase d'alarme, on était plutôt dans la libération d'oxygène, l'apport d'oxygène dans l'organisme. Là, on est vraiment sur l'apport d'énergie ATP. Alors bien souvent, quand on est plutôt en réaction un petit peu de lutte ou de combat, c'est plutôt une énergie qui va apparaître dans le haut du corps. Et si on est plutôt dans des
des réactions stressantes de la fuite, c'est plutôt des choses qui vont apparaître un petit peu dans le bas du corps, justement, hein, qui nous renvoient à des choses assez primaires de courir pour fuir, de plutôt être en lutte en haut du corps quand on essaye d'être plutôt dans l'affrontement. Et puis, si cette situation stressante se prolonge ou vient s'intensifier dans le temps, en fait, les capacités de l'organisme vont être débordées. C'est-à-dire qu'elles vont plus être en mesure de réguler tout ce trop-plein hormonal, de cortisol, etc., ce qu'on appelle l'inefficience de l'autorégulation. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que le corps va finalement tomber en épuisement. Il n'est plus en mesure de réguler finalement ce trop-plein hormonal sur l'intensification, sur la prolongation dans le temps. C'est ce qu'on appelle la phase d'épuisement. Donc selon des idées répandues ou des idées parfois un peu conçues, préconçues, on est amené à entendre ou à évoquer des terminologies comme quoi il y aura un bon ou un mauvais stress, avec un bon stress qui permettrait aux individus de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'être dans le défi, d'avoir une grande implication, une forte motivation au travail, dans le challenge, etc. Et puis un mauvais stress, lui, qui rendrait malade. Alors, scientifiquement, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais stress, mais plutôt un phénomène d'adaptation du corps qui va être rendu nécessaire, justement, par l'environnement. Et dans ce cas, scientifiquement, on va plutôt distinguer un stress aigu d'un stress chronique, avec un stress aigu qui va correspondre aux réactions en fait, de l'organisme qui sont nécessaires pour faire face à une menace ou un enjeu ponctuel, par exemple. Et c'est plutôt un stress qui est ni bon ni mauvais. On va plutôt le qualifier d'un stress neutre. Donc, par exemple, les prises de parole en public, des changements un petit peu soudains dans lesquels on n'était pas forcément préparé, des rendez-vous avec des enjeux particuliers, de négociation, par exemple, etc. Ou des situations complètement inattendues. Mais quand la situation dans laquelle on est à ce moment-là prend fin, finalement, les symptômes de stress vont s'arrêter assez rapidement. Là, par contre, où il va y avoir des effets délétères sur la santé, c'est lorsqu'on arrive dans plutôt une chronicité du stress, où là, il va y avoir une réponse vraiment du corps à une situation du stress qui s'est installée dans la durée. Par exemple, des enjeux qui vont se répéter tous les jours, ou cette impression que ce qu'on doit faire, notamment dans le cadre professionnel, va excéder nos capacités. Et donc, par contre, à la différence du stress aigu, qui est plutôt un stress neutre, ni bon ni mauvais, là, lui, le stress chronique va réellement avoir des effets délétères sur la santé. Vous pouvez voir à l'écran la symbolisation un petit peu de cet organisme qui, dans le cas du stress chronique, va avoir un trop-plein hormonal. Il n'est plus en mesure de réguler tout ça, et donc là, le corps va commencer à s'épuiser. Et donc, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui s'y passe en termes aussi de symptomologie en ce qui concerne le stress chronique. Des situations de stress chronique peuvent laisser apparaître des symptômes d'ordre physique, tels que l'apparition de douleurs, de troubles du sommeil, de troubles digestifs ou de l'appétit, on n'a pas faim, etc. Des symptômes d'ordre émotionnel, avec l'apparition de plus de nervosité, de crise de larmes, de crise de nerfs, de sentiments de tristesse, de sentiments d'angoisse, ou alors d'excitation, de surexcitation. On va avoir aussi apparaître des symptômes d'ordre comportementaux, par exemple plus d'agressivité ou d'irritabilité, moins de patience sur des choses dans lesquelles on pouvait être amené à être plus conciliant, par exemple. Des comportements de type isolement social, c'est-à-dire se mettre en retrait. Et puis, l'accentuation ou la consommation de produits médicalement ou excitants. Par exemple, on boit plus de café. Si on est fumeur, on va fumer plus de cigarettes. Consommation d'alcool, voire de drogue ou de médicaments, par exemple. Et puis, des symptômes d'ordre cognitif ou intellectuel avec plus de difficultés à se concentrer. On va faire davantage d'erreurs, oublier des choses ou avoir des difficultés à prendre des initiatives sur son propre travail, sur sa propre activité. Donc, bon, ce n'est pas une liste exhaustive de l'ensemble des symptômes qui peuvent être issus du stress chronique, mais néanmoins, c'est quand même les principaux. Et de la même façon, ce n'est pas pris isolément. Par exemple, si on ne dort pas très bien une nuit ou qu'on n'a pas faim une journée, etc., ça ne veut pas dire qu'on s'inscrit dans une situation de stress chronique. C'est vraiment le croisement de plusieurs de ces indicateurs, de plusieurs de ces symptômes
qui, au fur et à mesure du temps, laisse finalement présager qu'il y a une situation de stress chronique qui s'installe. Donc voilà pour cette notion de stress et de stress chronique. En ce qui concerne ce qu'on appelle le burn-out, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le décrit comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'aurait pas été géré avec succès. Alors, en fait, c'est un mot qui a été popularisé dans les années 70 par une psychologue américaine qui s'appelle Christina Maslach. Et donc, ce mot burn-out, en fait, évoque l'idée pour une bougie d'être consumée, de se consumer, pour une lampe d'être grillée. En tout cas, il y a une métaphore avec l'idée qu'il y a une flamme comme ça qui s'éteint un petit peu d'un seul coup. Alors, ce qu'on peut retenir peut-être, on pourrait dire beaucoup de choses sur le burn-out, mais là, l'idée n'est pas tant d'explorer en détail cette notion-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça correspond à un épuisement à la fois physique, émotionnel et mental qui va résulter d'un investissement prolongé dans des situations de travail à la fois exigeantes sur le plan émotionnel. Et donc, Christina Maslach le décrit comme un processus s'inscrivant dans le temps qui va être déterminé par 3 principales dimensions. Tout d'abord, un épuisement émotionnel qui va correspondre en gros à un sentiment d'être vidé de ses ressources émotionnelles. Une deuxième dimension qui correspond au désinvestissement de la relation à l'autre avec une vision plutôt négative, très distanciée aussi par rapport à la réalité de son activité, de ses projets. Une sorte d'insensibilité au monde qui nous entoure, au monde environnant, accompagnée souvent d'une déshumanisation de la relation à l'autre, notamment par exemple dans le milieu du soin, où on passe de je suis infirmier, j'ai vu que Madame Dupont, quand je lui ai fait sa piqûre, etc., n'allait pas très bien. Il faudra que je pense à revenir voir comment elle va tout à l'heure. On passe de ça, il y a encore la chambre 43 qui clignote, qui se plaint, etc. C'est-à-dire qu'on a pris une distance et un certain cynisme, finalement, on dépersonnalise la relation à l'autre. Ça peut être des patients, ça peut être des clients, ça peut être des usagers d'un service, etc. En tout cas, il y a ces attitudes et ces sentiments négatifs, voire cyniques, qui se mettent en place. Et puis, quand il y a cette situation d'épuisement et de burn-out qui s'installe, on va voir apparaître un sentiment de non-accomplissement personnel au travail, c'est-à-dire ce sentiment de ne pas parvenir à répondre correctement aux attentes, aux contraintes, aux défis, et une tendance aussi à s'auto-évaluer de manière négative, notamment avec une dépréciation de ses propres résultats. C'est-à-dire que ce qu'on aimait faire avant ne nous épanouit plus du tout, on n'est plus du tout stimulé par notre activité, on a l'impression d'être bon à rien et de servir un peu à rien. Donc, ce qu'on peut retenir en tout cas de ce burn-out, qui est vraiment fait partie des mots un peu valises, un peu galvaudés aussi, on entend parfois on est tous en burn-out, etc. Bon, on voit que là, il y a quand même des dimensions maintenant, les chercheurs sont quand même assez d'accord pour évoquer que le burn-out, ça correspond vraiment à cette succession de 3 dimensions. En tout cas, le burn-out, ce n'est pas une fatigue de ponctuelle. Il faut vraiment le voir aussi comme une fatigue que le repos classique, finalement, va plus réparer, le week-end, les vacances, etc., et dans lesquels c'est associé à une perte de plaisir à travailler, et dans lesquels il peut y avoir des recours à des produits plus ou moins légaux pour tenir finalement face à tout ça. Alors souvent, ça peut être associé à une charge de travail importante, mais aussi à une perte de sens. On est aussi plus en plus, alors qu'on soit dirigeant, salarié, etc., aussi à passer beaucoup de temps finalement à montrer qu'on travaille avec des indicateurs, etc., plutôt qu'être dans le faire, dans le savoir-faire. Et donc tout ça, ça contribue aussi à parfois une perte de sens sur certaines activités ou parties d'activités, et va contribuer aussi à l'apparition de ce type de phénomène. Donc voilà, grosso modo, à ce niveau-là, ce qu'on peut dire sur la question du stress et du burn-out. Je vais laisser la parole à Charlotte pour la suite. Oui, donc là, comme indiqué en introduction par Frédéric Arnaud, c'est le petit temps d'échange avec vous, s'il y avait des questions. Avant de poursuivre du coup sur la partie plus orientée sur les dirigeants et la facture psychosociaux. Donc on voulait retrouver Elodie et Gaëlle pour cette partie de chat. Mais de ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de questions forcément écrites. Voilà.
Bonjour à tous. Merci Charlotte et Frédéric pour ce début de webinaire. Effectivement, on n'a pas encore de questions, alors n'hésitez pas à nous solliciter via l'icône avec les petites bulles et on se fera un plaisir de vous répondre. Alors, je vois une question concernerait le stress chronique, voire le burn-out. Comment se sortir de ce stress chronique, voire le burn-out? C'est une question très intéressante et qui va, je pense, faire le lien avec ce qu'on va évoquer peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, il y a deux choses. Il y a la question, je pense, de la prévention pour éviter que le stress n'arrive. Et puis là, la question porte plus sur, une fois que ce stress chronique et ce burn-out s'installe, comment en sortir? Alors, il n'y a pas de généralité, parce que tout doit être, je pense, assez contextualisé. Mais en tout cas, quand il y a l'arrivée un petit peu des symptômes que j'ai pu évoquer, des symptômes comportementaux, des symptômes physiques, etc., déjà, ça va être de pouvoir se tourner vers, je pense, un professionnel médical, le médecin par exemple aussi, qui va pouvoir être aidant là-dessus. Et bien souvent, ça va être aussi de se saisir des soutiens sociaux qu'on peut avoir. Bien souvent, il y a quand même une attitude parfois de se sentir isolé, de se mettre en retrait. Et pour le coup, l'entourage peut aussi être aidant pour revenir à savoir dire aussi qu'il va falloir, soit on est déjà dans quelque chose qui est bien installé, et parfois il faut savoir s'arrêter, clairement, pour retrouver les ressources, parce que ce burn-out-là, le burn-out et le stress chronique, c'est vraiment une attaque des ressources dans lesquelles on est. Hein, on n'a pas parlé, mais d'un point de vue psychologique, le stress, c'est une balance en quelque sorte entre d'un côté des contraintes qu'on va avoir dans notre environnement en termes de charge de travail, etc. Et puis d'un autre côté de la balance, des ressources, alors soit d'expérience, soit des ressources personnelles. Et donc le stress chronique et le burn-out, c'est quand il y a vraiment un poids des contraintes qui va être beaucoup plus important que les ressources. Donc pour en sortir, il va falloir trouver une façon de rééquilibrer finalement cette balance-là. Souvent, quand le burn-out est bien installé, vraiment l'individu est vidé. Donc, de toute façon, il y a un arrêt il faut qu'il y ait une coupure et quelque chose pour permettre justement un travail qui va permettre de se ressourcer, de retrouver un équilibre plus sain. Voilà, peut-être à ce niveau, ce que je pourrais en dire, mais en tout cas, c'est surtout d'éviter de rester isolé par rapport à ça et de se tourner à la fois vers un médecin, par exemple, et puis aussi se saisir au maximum du soutien personnel ou professionnel aussi dans ce cas-là. Pour compléter les propos de Frédéric Arnaud, il y a un guide qui a été fait par l'INRS, qui est l'Institut national des recherches et de sécurité, spécifique sur le burn-out, à la fois sur la prévention, donc pour éviter son apparition, et à la fois sur la prise en charge lorsqu'on est face à un burn-out. Donc éventuellement, c'est un guide qui a été chargeable sur leur site internet. Ça peut peut-être aussi vous aider à avoir plus d'éléments que là dans ce temps un peu contraint. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas rester seul et de se faire aider, en fait, si vous êtes dans une situation de burn-out. Ok, merci pour votre retour, Oriane. Est-ce qu'il y aurait une autre question qui apparaîtrait là dans les secondes à venir? Sinon, on va continuer sur la suite. Quitte à ce que vous n'hésitez pas à poser des questions même pendant la présentation, comme ça on pourra éventuellement refaire un point aussi en fin de webinaire pour cet échange, qui est un échange bien particulier, bien sûr, parce qu'il n'est pas en direct. Charlotte, je te propose peut-être de prendre la suite. Donc, on va poursuivre. Donc, Frédéric Arnaud vous a présenté le concept de stress, mais finalement, quels sont les facteurs qui peuvent générer du stress auprès des dirigeants? Donc, on va d'abord vous présenter un outil qui a été développé par Olivier Torres, donc, qui est président et fondateur d'un observatoire qui s'appelle Amarok, qui est également professeur en sciences de gestion. Et donc, il a mis en place un outil qui s'appelle le stressomètre entrepreneurial. Et donc, c'est un outil qu'il a créé après avoir interrogé un certain nombre de dirigeants
il leur a demandé ce mois-ci, quel est l'événement professionnel qui vous a le plus marqué? Donc, en fait, il a pu identifier 30 événements stressants chez un dirigeant selon son niveau d'intensité. Et donc, on va notamment retrouver parmi les événements les plus stressants émotionnellement et les plus intenses, tout ce qui concerne le dépôt de bilan, problème de trésorerie ou encore baisse de l'activité commerciale. C'est les 3 éléments en haut du support, hein. Donc, tout ce qui concerne l'activité économique finalement et l'avenir de l'entreprise. Et dans les 30 événements les plus stressants, mais peut-être les moins intenses émotionnellement, ce qui leur sort de cet outil, c'est tout ce qui concerne plutôt la démission d'un salarié ou encore le manque de reconnaissance du dirigeant. À noter que quand même le dépôt de bilan renvoie à la notion de perdre son emploi, son capital, ça va ruiner souvent toute une vie et ça génère aussi un sentiment d'humiliation. Il nous paraît aussi important sur cette partie de faire référence aux facteurs psychosociaux et donc aux risques psychosociaux. Donc, il y a un collège d'expertise qui a été mandaté par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé dans les années 2007. Ce rapport était présidé par Golac, hein, qui est un sociologue, et ils ont défini les risques psychosociaux comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par des conditions d'emploi et des facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc en fait, sur ce collège-là, il avait pour mission d'identifier quels sont les facteurs qui vont générer du risque, c'est-à-dire le stress, le burn-out et avoir du coup des conséquences pour la santé. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler si vous avez mis en place des démarches de prévention des risques psychosociaux dans vos structures. Souvent, ce sont des facteurs qui sont évalués pour les salariés. Mais le dirigeant, en fait, dans son quotidien, il est aussi confronté à ces facteurs de risque. Et donc là, on va détailler l'ensemble de ces familles et prendre des exemples pour les dirigeants. Donc, dans une des familles, c'est la famille des exigences du travail. Donc, on l'a vu avec le stressomètre entrepreneurial. Le dirigeant, il est face à une surcharge souvent de travail. Ça apparaissait dans les événements dits stressants. C'est là aussi qu'on retrouve toute la question autour des horaires de travail avec bien souvent des horaires étendus. Des lectures de mails tardives le soir ou encore le week-end. Du coup, peut-être une difficulté aussi à concilier avec sa vie personnelle, avec des impacts aussi sur sa vie personnelle. Et là, effectivement, il est quand même important de noter que le dirigeant n'a pas de durée légale du travail, ce qui peut aussi expliquer des fois ces débordements. La famille des exigences émotionnelles, elle renvoie du coup à la nécessité de maîtriser et de façonner ses propres émotions. Donc là, on retrouve souvent cette question de l'engagement affectif fort avec son entreprise, hein. Quand on disait l'entreprise, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, il y a cet engagement avec l'entreprise. Mais c'est aussi tout le lien avec le client, un contact obligatoire, hein, pour aussi la survie et faire tourner son entreprise. La question de l'autonomie, donc qui est aussi une famille, alors souvent elle est forte et valorisée, hein, ça fait partie quand même des facteurs souvent positifs, cette notion d'être vraiment acteur de son entreprise, mais elle peut aussi être une forme de contrainte dans le sens où vous êtes livré à vous-même. Et c'est aussi dans cette famille-là qu'on retrouve toute la question des compétences et des formations. Le dirigeant n'a pas d'obligation de formation, donc parfois, effectivement, il n'y a pas forcément cette formation pour manager une équipe et ça peut aussi le mettre en difficulté. La famille des rapports sociaux, ça concerne tout ce qui est relationnel avec les salariés de son entreprise, tout ce qui est interne en fait à l'entreprise. Donc le dirigeant, hein, il est souvent seul, il est quand même avec ce sentiment d'isolement. Alors parfois, il a un bras droit qui est aussi, on verra, une ressource. Et la gestion des salariés, qui est une forme de pression du personnel, peut être soit source de soutien, donc un relationnel qui se passe bien et qui va générer aussi un bon climat social, soit ça peut être une source de tension. Donc le dirigeant peut être pris aussi dans cette double relation. La famille des conflits de valeurs, elle renvoie du coup à tout ce qui est l'ensemble des conflits intrapsychiques, donc tout ce qui est contraire un peu à ses propres valeurs personnelles, professionnelles et sociales. Le dirigeant, lui, il est pris dans ce conflit-là. En tout cas, il peut être pris et peut se trouver dans une situation de qualité empêchée parce qu'il n'a pas les moyens pour faire tourner son entreprise comme il le souhaiterait. Il est aussi pris dans beaucoup d'obligations telles que l'application du code du travail qui parfois est difficile à mettre en place par rapport à la réalité de son entreprise. Enfin, la dernière famille qui est l'insécurité socio-économique. Donc là, on l'a vu à travers l'outil notamment du stressomètre entrepreneurial. C'est tout ce qui est en lien aussi avec
avec l'avenir, hein, l'inquiétude sur l'avenir, la question financière. Donc où le dirigeant est face aussi à certaines incertitudes sur l'environnement. C'est aussi tout ce qui concerne les changements. Beaucoup de changements, ça peut aussi générer de l'instabilité, de l'inquiétude et du coup du stress pour le dirigeant. Donc en fait, inexorablement, le dirigeant est soumis au cours de sa carrière à ces facteurs de stress importants. Merci, merci Charlotte. Alors, dans le cadre de ce format webinaire, c'est pas vraiment possible d'échanger très facilement pour évoquer, par exemple, vos propres expériences par rapport à ça. Néanmoins, il nous a paru peut-être intéressant de vous faire part, en tout cas, de certaines paroles de dirigeants, notamment dans le cadre de la consultation d'Élodie, psychologue du travail à Quimper, qui est en coulisses pour le chat. Et donc qui a pu recevoir voilà, un certain nombre aussi de dirigeants dans le cadre de ces consultations, à raison à peu près d'une dizaine par an, souvent pour des demandes de soutien ou de recherche de solutions. Et donc, ce qui revenait souvent, alors je veux dire avant la crise, parce que forcément, on va voir que la crise sanitaire, bien sûr, a bousculé un certain nombre de choses, mais en tout cas, avant cet événement-là, les problématiques et événements stressants récurrents concernaient des problèmes alors, de tension dans des collectifs, par exemple, hein, de salariés, donc comment gérer ça, des problématiques parfois de harcèlement aussi, entre salariés ou avec managers, etc. Et puis tout ce qui concerne les changements importants. Hein, c'est vrai que le changement, c'est un peu tout le temps aussi maintenant, hein, et du coup, voilà, que ça puisse être des rachats, des fusions, enfin en tout cas des changements structurels au sein d'une entreprise. Alors, le retour qu'on va faire va être plutôt celui des exemples récents d'événements stressants et forcément celui de la crise sanitaire, hein, qui est un facteur de stress à la fois récent, mais à la fois qui se déroule sur le long terme, parce que nous sommes encore confrontés. Et c'est vrai que ça a fait émerger des préoccupations, des problématiques qui sont plus spécifiques aussi, hein, et qui, selon nos retours, et notamment de la consultation d'Élodie, sont déclinées de la façon suivante, avec une période de premier confinement où ces dirigeants-là se sont retrouvés, on reprend voilà, des terminologies qui ont pu ressortir, hein, seuls à gérer, sans ligne de conduite, besoin de réagir vite, avec une gestion des attentes et des angoisses aussi des salariés. Et puis une période de reprise de l'activité, alors entre grosses guillemets, parce que selon les entreprises, il y a des activités qui ont dû se mettre à l'arrêt, mais d'autres qui ont essayé d'aménager, de continuer malgré tout une activité. Mais en tout cas, voilà, il y avait une période où de plus en plus d'entreprises pouvaient reprendre un certain nombre d'activités, mais tout ça est bien sûr à contextualiser et dépend du secteur. Mais en tout cas, pour ces entreprises-là, il y avait la mise en place des protocoles, la gestion des salariés qui souhaitaient revenir sur site, ceux qui ne souhaitaient pas, comment accompagner ça, comment faire face aux éventuelles tensions, etc. Donc, pour le dirigeant, du coup, des responsabilités majeures qui n'avaient pas forcément auparavant. Et puis, lors du deuxième et puis du troisième confinement, une constatation et un retour sur une grande fatigabilité des équipes et donc aussi du dirigeant, avec plus d'irritabilité, de dégradation dans les relations qui pouvaient parfois être constatées, certaines tensions économiques, et puis bien sûr des manques de perspectives et des changements aussi qui ont pu être amenés. Et aujourd'hui, toujours est constaté dans le cadre de ces consultations-là et puis de ces retours, un sentiment d'incertitude, d'attente, d'expectative, en fait, hein, avec aussi des glissements de tâches et de responsabilités et de rôles, hein, des choses que ne faisait pas avant le dirigeant et qui n'était pas amené à faire. On va y revenir un petit peu après, mais tout ça associé aussi parfois à un manque de projection et de perspective sur l'avenir. Bon, voilà, ce n'est pas des choses exhaustives, mais en tout cas, c'est les thématiques les plus récurrentes qui ont pu ressortir. Et puis, sachant qu'il y a aussi des entreprises pour lesquelles il y a une adaptation un petit peu différente selon le contexte. Certains ont plus subi, d'autres ont pu plus s'adapter, mais tout ça, c'est aussi des questions structurelles, organisationnelles. Donc là, on est vraiment sur nous, en tant que préventeurs, les retours qu'il y a pu avoir sur des dirigeants qui étaient en recherche de soutien et d'aide. De façon générale, en tout cas, ces dirigeants ont évoqué une sensation d'adaptation et de surinvestissement permanent,
tout au long de la crise, donc face aux mesures à prendre, par exemple, devoir se renseigner, de se retrouver face à une multitude d'infos, alors parfois peut-être aussi un peu contradictoires, de faire des demandes administratives, etc. On évoquait aussi un inconfort dans la perte de dynamique, c'est-à-dire en temps normal, les dirigeants, vous avez un pouvoir d'agir, et il y a une dimension aussi du dirigeant constructeur et bâtisseur dans une dynamique de développement. Et là, la crise est vraiment allée à l'encontre de tout ça, avec un sentiment d'attente et d'expectative, sans avoir ce pouvoir d'agir, justement. Et de ce qu'on pourrait appeler aussi, et de ce qu'on appelle la qualité empêchée. C'est-à-dire, la qualité empêchée, ça rejoint un peu ce que disait Charlotte tout à l'heure au conflit éthique, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir bien faire les choses telles qu'on devrait les faire ou qu'on aimerait les faire pour faire du bon travail. C'est-à-dire une sorte de travail en mode dégradé une situation dans laquelle on est empêché de pouvoir vraiment agir. Ce qu'Olivier Torres appelle aussi burn-out d'empêchement. C'est-à-dire qu'on s'épuise dans le fait de ne pas pouvoir bien faire les choses comme on l'entendrait de le faire parce qu'il y a trop de verrous, de contraintes. Donc il y a cette situation-là aussi qui a pu être évoquée. Avec un inconfort identitaire, c'est-à-dire, on l'a évoqué tout à l'heure, de nouveaux rôles, des nouvelles responsabilités aussi liées à la crise. Contrôler pour des masques, des plexiglas, désinfection des surfaces, etc., dont laquelle l'identité finalement du dirigeant est bousculée. Ce n'est pas forcément le rôle qu'il est amené à avoir. Et donc ça, c'est évidemment très, très difficile à gérer. Il ressortait aussi des difficultés pour aborder ses propres angoisses en tant que dirigeant, c'est-à-dire à la fois faire avec les angoisses des salariés, mais sans forcément de place pour que les dirigeants puissent aussi exprimer leurs propres angoisses. Et peu de ressources en interne, c'est-à-dire de la difficulté pour certains dirigeants de pouvoir partager ça aussi au sein de l'entreprise. Et beaucoup dans ce cadre-là se sont sentis très, très démunis. Donc tout ça a eu des impacts pour le dirigeant et sa santé, avec aussi pour certains qui ont fait part de facteurs protecteurs. Donc en termes d'impact, de la fatigue physique, psychologique, nerveuse, qui rejoint ce qu'on a évoqué sur la question du stress et de sa chronicité. Une charge mentale qui est forcément sollicitée, l'apparition parfois de douleurs, c'est vraiment cette histoire-là du corps qui parle. Quand on a mal au dos, parfois, c'est aussi parce qu'on en a plein le dos, etc., etc. Des phénomènes d'isolement social, de mise en retrait, voilà, ça va corroborer ce qu'on disait tout à l'heure avec la question du stress chronique, des phénomènes d'addiction et parfois des tensions au sein du foyer, tensions familiales. Et puis, pour certains, aussi des facteurs protecteurs, c'est-à-dire le bras droit, un petit peu la personne sur qui on peut aussi... pas se reposer, mais en tout cas avoir un soutien dans l'entreprise va être un facteur de protection aussi. Ne pas se retrouver seul et isolé par rapport à toutes ces questions-là. La question du soutien social de manière générale, familial, financier bien sûr. Les dirigeants aussi pour lesquels l'entreprise dans laquelle qui est amenée à diriger avait une certaine stabilité organisationnelle au niveau du travail. Donc ça pouvait être aussi protecteur. Et lorsque la place du dirigeant aussi est bien ancrée dans la structure, c'est-à-dire un dirigeant qui est là depuis longtemps et dans lequel il y a aussi une certaine stabilité par rapport à tout ça. Donc bon, voilà, on n'est pas sur des choses et un retour exhaustif, on pourrait dire beaucoup de choses et je pense que vous auriez les uns les autres, les unes et les autres à peut-être ajouter ou confirmer, infirmer un certain nombre de choses, mais en tout cas là c'est ce qui ressort du cadre de nous, préventeurs, et notamment de la consultation d'Élodie. D'autant que chaque dirigeant aussi, selon son contexte dans lequel il est ou a été différemment, Bon, on espère aussi que vous ne vous trouvez pas forcément tous dans ce tableau, mais peut-être qu'il y a des éléments qui vous font écho. Alors, c'est vrai que là, on n'est pas sur des choses très réjouissantes depuis le début, mais c'est néanmoins des éléments importants à évoquer quand on s'intéresse à la santé du dirigeant. Donc là, on va avoir sur cette dernière partie un regard peut-être un peu plus ressourçant et positif qui va viser à savoir comment prévenir aussi la santé du dirigeant, votre santé. Et pour ça, je vais laisser la parole à Charlotte pour la suite. Donc, merci Frédéric. Donc, effectivement, dans cette dernière partie, on va plutôt parler des ressources pour aider à prendre soin de sa santé et donc, par conséquent, de son entreprise, puisque la santé du dirigeant est le premier capital de l'entreprise. Donc, en fait, on va commencer par cette notion de salutogénèse.
Donc, c'est un concept développé par un sociologue médical, Aaron Antonowski, à la fin des années 70. Et donc, cette notion désigne une approche centrée sur les facteurs favorisant la santé et le bien-être plutôt que sur les causes des maladies. Donc, ça s'oppose en fait à la pathogénèse. Donc, en fait, la salutogénèse renvoie à ce qui est bon pour la santé, c'est-à-dire ce qui en fait sa promotion. Et la santé est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un état complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence d'une maladie ou d'infirmité. Ce qui est vraiment important, c'est cette notion d'état complet de bien-être physique, mental et social. C'est pas uniquement la santé physique. Olivier Torres, donc on parle beaucoup de ce chercheur parce qu'il travaille énormément sur la santé des dirigeants. Donc défend aussi cette approche autour de la salutogénèse et a identifié 8 règles salutogènes qu'on va vous présenter. Donc parmi ces 8, il y a agir pour ne plus subir, c'est-à-dire vraiment maîtriser son propre destin, créer de la positivité au travail, donc ne pas être forcément dans l'impuissance, percevoir sa propre utilité. Ensuite, il a également identifié la règle s'aménager la liberté d'action, s'engager, mais aussi donc savoir s'entourer, c'est-à-dire savoir déléguer, savoir accepter le soutien de son collaborateur. Ça fait référence à la notion de second ship, cette question aussi du bras droit qu'a évoqué Frédéric, c'est-à-dire partager les responsabilités, ne plus porter tout seul. Et puis, il y a également s'aimer, aimer les autres, penser grand, avoir de l'ambition. Donc, les études menées par l'Observatoire Amarok, donc présidé par Olivier Torres, montrent que la salutogénèse entrepreneuriale protège les entrepreneurs des agressions de l'environnement. Donc ça, c'est un peu une sorte de philosophie, mais vous pouvez aussi mettre au quotidien des actions que nous avons regroupées en fait en 4 grands piliers. Donc il y a le pilier autour des interactions sociales, donc c'est-à-dire d'identifier les béquilles des personnes de confiance, des personnes de ressources, plutôt en dehors du travail aussi pour vous extraire de cet environnement et couper aussi avec le travail. Il y a le pilier aussi autour des temps de récupération. Donc les temps de récupération vont passer par le sommeil, les pauses stratégiques ou encore les micro-siestes. Le sommeil, par exemple, est perçu comme une variable d'ajustement à la surcharge de travail. 3 entrepreneurs sur 10 font état de troubles du sommeil. Donc, on l'a vu, c'est aussi une sorte de conséquence du stress. Et en fait, cette dette de sommeil va avoir des conséquences avec de la somnolence, mais va aussi avoir des conséquences sur la prise de décision, sur des comportements où on est peut-être plus impatient, plus irritable, voire plus agressif. Et Olivier Torres disait « Qui dort entreprend ». Les micro-siestes, elles permettent en fait de relancer la vigilance, la performance et d'améliorer le sommeil l'année suivante. Et enfin, les pauses stratégiques, c'est-à-dire des pauses cognitives toutes les 90 minutes. En fait, l'idée, c'est de complètement occulter tout ce qui est technologie, vraiment d'être dans une errance mentale pour se ressourcer pleinement. L'activité physique, bien évidemment, est un des piliers pour prendre soin aussi de sa santé, puisque la pratique de sport, en fait, augmente la production des endorphines. Les endorphines, en fait, sont des hormones de bien-être avec des effets analgésiques. Elles vont permettre, en fait, un ralentissement de la vieillesse, mais surtout, elles vont renforcer les performances cognitives ou encore les capacités d'apprentissage, la prise de décision et, bien sûr, vont améliorer le sommeil. Enfin, il paraît important aussi de prendre soin de son alimentation. Par exemple, c'est de supprimer des excitants à partir de l'après-midi tels que la caféine, l'alcool, puisque ça a aussi des impacts sur le sommeil, mais aussi les excitants sociaux, c'est-à-dire les repas d'affaires trop fréquents ou des téléconférences après le dîner qui ne permettent pas forcément de prendre soin de sa santé. Donc là, voilà, on est plutôt en amont pour prendre soin de sa santé, mais il peut arriver des situations où le dirigeant est en difficulté. Et donc, des associations se sont créées, ont été développées pour accompagner au mieux les dirigeants. Donc là, on vous cite le portail du rebond, en fait, qui est un portail qui regroupe 6 associations. Il en existe d'autres, mais là, on a focalisé sur ce portail-là. Et donc, ce portail-là a pour objectif d'assister les entrepreneurs à rebondir pendant ou après avoir connu des difficultés, mais aussi d'offrir un espace commun accessible à tout entrepreneur en difficulté. On vous a mis le lien, après vous pouvez aussi taper juste sur Internet portail du rebond et vous aurez accès en fait à ces 6 associations
qui interviennent à des moments différents, hein, qui peut intervenir au tout début de la situation difficile comme tout à la fin. Par exemple, l'Observatoire à Maroc fait partie de cette association. C'est vraiment une association qui a une finalité à la fois sociétale, c'est-à-dire de sensibiliser sur cette question de la santé des dirigeants et vraiment d'avoir une finalité aussi scientifique, donc de mener des études, de mettre en place des outils comme l'outil du stresseur entrepreneurial. Mais vous avez aussi APESA, par exemple, qui là, c'est plutôt une association pour la prise en charge psychologique lorsque les dirigeants sont en difficulté, notamment lorsqu'ils sont aux tribunaux de commerce avec des dépôts de bilan, etc. En tout cas, si vous souhaitez plus d'éléments sur les différentes associations, SOS Entrepreneurs, Recréer, 60 000 rebonds, Second Souffle, n'hésitez pas à aller sur ce portail du rebond où vous aurez des numéros pour contacter, vous aurez aussi le descriptif de ce que chacune de ces associations propose. Enfin, pour clore cette présentation, il nous paraissait aussi important d'évoquer les perspectives, puisqu'il y en a concernant la santé des dirigeants. Donc, qui dit perspective dit déjà l'évolution des missions des services de santé au travail avec la réforme actuellement en cours et qui devrait être mise en application au 31 mars 2022. Donc, les services de santé au travail vont se dénommer maintenant les services de prévention et de santé au travail interentreprises et vont proposer une extension de suivi à de nouveaux bénéficiaires tels que les chefs d'entreprise ou les indépendants. En effet, aujourd'hui, les travailleurs non salariés dont vous faites partie ne bénéficient pas forcément de dispositions relatives à la santé au travail, ne sont pas suivis par les services de santé. Donc la nouvelle loi qui est en train de se mettre en place permettra à ces nouveaux bénéficiaires d'avoir une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, d'avoir un suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ça permettra aussi d'avoir peut-être un premier espace où vous pourrez exprimer vos difficultés. Mais là aussi, ça vous demande peut-être une nouvelle culture, c'est ce qu'on a appelé, nous, la révolution culturelle, puisqu'aujourd'hui, on fait quand même le constat que les dirigeants, dans leur culture, ne s'autorisent pas forcément à verbaliser ou à exprimer leurs difficultés pour tout ce qu'on a pu évoquer, à la fois sur leurs exigences, leurs représentations, leurs obligations. Or, la santé du dirigeant, elle est étroitement liée à celle de son entreprise. Et le cercle vertueux pour le dirigeant réside dans le fait de prendre soin de lui pour mieux prendre soin des autres et de son entreprise. Donc, du coup, l'idée, ce serait que le dirigeant puisse s'autoriser à dire « j'ai le droit d'être malade, donc à m'arrêter. J'ai le droit de dormir et d'arrêter de me travailler. J'ai le droit de prendre du temps pour moi. J'ai le droit de me questionner sur la stratégie, etc. » S'autoriser à dire, en fait, et d'avoir un peu cette nouvelle culture et ne plus avoir ces sentiments de honte, de culpabilité, d'échec, etc. On a choisi aussi, pour clore cette présentation, de vous mettre un retour d'Anne-Flore Adam, qui est docteur en entrepreneuriat et qui souligne un peu le besoin aussi de prendre soin de soi et qui dit « En situation d'urgence, un pilote d'avion ne tentera pas de mettre le masque à oxygène à tous les passagers avant le sien. En tant que pilote de votre entreprise, oxygénez-vous. » Donc voilà, il est vraiment important de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres et de son entreprise. Ton micro, Frédéric. Ouais, ça y est. Merci Charlotte. Donc là, il est 11h20, il nous reste 10 petites minutes. Alors, je ne crois pas qu'il y ait je n'ai pas aperçu forcément de questions depuis tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut faire peut-être, c'est laisser un petit temps si voilà, vous voulez qu'on revienne soit sur des choses, soit des questions sur lesquelles on pourrait essayer de répondre. Et en attendant, peut-être vous faire part des références bibliographiques qui peuvent, alors, soit sur lesquelles nous on s'appuie aussi pour vous raconter un petit peu tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, et puis sur lesquelles vous pouvez aussi aller plus loin. Notamment un certain nombre d'articles et d'ouvrages là que vous pouvez voir. Alors, sachez aussi que normalement le webinaire est disponible après en replay. Donc voilà, vous aurez l'occasion de moins de voir les diapos, peut-être, ou de faire des imprimés écran si jamais vous avez besoin de regarder un peu des articles, des ouvrages. Vous pouvez aussi inviter, si jamais vous y avez, et on espère que vous y avez trouvé de l'intérêt, à le proposer à soit d'autres pairs dirigeants ou d'autres personnes que vous serez amenés à connaître. Donc là, en tout cas, il y a un certain nombre d'articles, d'ouvrages et d'études
et dans lesquels voilà, on a cité assez régulièrement Olivier Torres du laboratoire à Maroc, qui est en effet vraiment une ressource pour les dirigeants au niveau de la connaissance et de l'aide aussi, qui est vraiment très, très intéressante. Ensuite, un certain nombre de guides et de rapports, notamment le rapport Golac qu'on a évoqué, donc lui qui va traiter plus de la question des facteurs de risque psychosociaux. Un certain nombre de webinaires là, qui vous sont aussi cités. Et puis des sites internet que vous connaissez peut-être, hein, celui de l'ANAC, bien sûr, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, ainsi que celui de l'INRS, hein, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies pro, dans lesquels il va y avoir un certain nombre d'outillages sur la prévention des risques professionnels en général, mais aussi celui des risques psychosociaux, et dans lesquels il va y avoir aussi des focus, hein, sur les dirigeants. Et puis, bien sûr, ce que vous a présenté Charlotte, le portail du rebond, où selon les régions, selon les lieux, il va y avoir un certain nombre de réseaux, en tout cas, d'aide pour le dirigeant. Et j'ai le sentiment que c'est aussi une thématique dont voilà, les uns et les autres se saisissent aussi de plus en plus, et que c'est particulièrement intéressant et nécessaire, surtout dans le sens où, voilà, en tant que dirigeant, comme on l'a dit, on peut aussi sentir un petit peu isolé, seul, avec des représentations parfois un petit peu erronées aussi de la place du dirigeant. Et donc, il est important de pouvoir aussi, je pense, les uns et les autres, pouvoir échanger aussi sur les difficultés rencontrées, puis voir comment peut-être y remédier ou les dépasser. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions depuis. Je ne crois pas. Non, pas pour l'instant. Vous pouvez toujours en poser. Il reste 7 minutes. OK. Il y a eu quelques questions sur le replay. Donc, on pense qu'effectivement, il sera mis sur le site de présence, puisque ce webinaire s'inscrit au niveau de présence régionale, mais il sera aussi disponible au niveau du national. Et probablement sur les sites respectifs de vos services de santé au travail. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à contacter les médecins du travail qui suivent vos entreprises, et qui pourront peut-être aussi orienter vers Frédéric Arnaud pour la SC35, Élodie de Rennes pour le service de Cornouailles, ou Gaël et moi-même pour la Mienne, donc le Morbihan. Alors, je vois qu'il y a une question. Oui, vas-y Gaël. Alors, la question, c'est: savez-vous si la prise en charge par les associations du portail rebond sont payantes? Non, en fait, non, c'est des accompagnements souvent sous forme de parrainage. Par exemple, APESA, donc, qui est donc l'aide psychologique aux entrepreneurs en subvention aiguë, il propose une série de 5 consultations avec une psychologue à titre gratuit. En fait, c'est des systèmes d'associations et de subventions par d'autres associations. Après, non, l'idée, c'est si vous êtes déjà en difficulté financière, c'est sans doute pas de vous faire payer quelque chose derrière. Donc, non. Après, vous pouvez les contacter, leur demander, leur exposer votre situation, et ils vous proposent souvent un premier rendez-vous. Et après, c'est un suivi qui peut être mis en place selon les associations et selon ce qu'ils proposent. Peut-être s'il n'y a pas de questions, c'est vrai que peut-être un petit mot sur aussi ce changement un peu de paradigme et le fait que, par rapport à ce que tu disais, Charlotte, par rapport aussi à la réforme et les choses qui se mettent en place, dans laquelle le dirigeant va pouvoir aussi bénéficier des services de santé au travail, non pas en tant que dirigeant de l'entreprise, mais en tant que sa place à lui de dirigeant. Et c'est vrai que nous, en tant que préventeur, psychologue du travail, on est amené parfois à rencontrer les dirigeants et peut-être à vous rencontrer les uns ou les autres, mais davantage dans une relation forcément de directrice, de directeur, par rapport à des démarches de prévention des risques professionnels au sein de votre entreprise. Donc là, vraiment, le paradigme qui évolue, en tout cas, c'est aussi de considérer le dirigeant avec ses propres risques pour sa santé. Et donc, en cela, je trouve que c'est plutôt quelque chose, en tout cas, d'intéressant et dans lesquels
les uns et les autres vont pouvoir peut-être aussi se saisir et qui va contribuer à parfois changer un peu les représentations aussi qui ont la vie dure hein, sur les dirigeants de façon générale. C'est un sujet qui est vraiment en cours d'évolution, hein, à la fois par cette réforme qui va être appliquée fin début d'année 2022, mais aussi parce que les préventeurs sont sur ce sujet. Hein. Il y a des dispositifs, par exemple en Occitanie, qui accompagnent vraiment les dirigeants sur des situations difficiles avec des prises en charge plutôt individuelles. Élodie de Rennes, dans le cadre du service de Quimper, a été amenée aussi à avoir des entretiens avec les dirigeants. Au niveau de la Mième, on essaye de développer aussi un dispositif d'aide pour orienter les dirigeants qui expriment une difficulté. Il y a d'autres services aussi au niveau national qui proposent déjà des visites médicales. Donc, on voit vraiment que c'est dans l'air du temps. Et l'idée, c'est vraiment que le dirigeant prenne soin de sa santé pour prendre soin de son entreprise et des salariés. C'est vraiment ce cercle-là qu'il faut avoir en tête parce que si le dirigeant ne va pas bien, ben derrière, tout s'effondre aussi. Ok, bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc peut-être qu'on va clôturer tranquillement le webinaire. Bon, en tout cas, on espère que vous y avez trouvé de l'intérêt. Vous pourrez revenir sur voilà, les principales ressources qu'on a pu vous évoquer, ainsi que les différentes références bibliographiques. Et donc, il nous reste à vous remercier pour votre participation et puis vous souhaiter une très bonne continuation dans vos activités. Voilà. Merci. Eh bien, bonne journée à tous.